Pour ce qui est de l'événement de la révolution de février, donc de la première révolution russe de 1917, qui, comme vous le savez, grâce au décalage du calendrier, a lieu en fait en mars 1917. Je crois que le premier point important à souligner, qu'il a déjà été ce matin, c'est à quel point cette révolution de février 1917 va être saluée par l'ensemble des socialistes, par toutes les tendances socialistes, qui vont toutes penser que cette révolution russe est une chance à la fois, je dirais, pour la France, pour l'avenir de l'humanité, et plus particulièrement pour leurs aspirations spécifiques à la fois de socialistes et de sous-groupes ou de sous-tendances socialistes. Chacun, évidemment, projetant un peu dans la révolution russe de 1917 l'espoir que leur stratégie particulière va être confirmée et va recevoir le soutien enthousiaste et le succès grâce à cette révolution russe. Évidemment, la révolution russe ne pouvait pas satisfaire tout le monde. Ça va être le problème de l'événement et ce que nous verrons dans un deuxième et puis dans un troisième temps. Mais donc d'abord cette satisfaction générale qui tient au fait qu'au fond, si les socialistes avaient fait effectivement ce choix si important en 1914 de la défense nationale, il y avait au moins eu toujours un petit peu la gêne qu'il n'y avait pas de problème pour défendre la France, pour défendre la République et défendre la patrie. Mais on se retrouvait donc dans une coalition qui n'était pas une coalition très confortable, puisque parmi les pays alliés, il y avait la Russie tsariste. Et pour tout Français, il n'y a pas besoin d'être socialiste, mais je dirais pour tout Français, disons, républicain de gauche, même si on pouvait espérer dans l'efficacité de l'alliance russe, le fameux rouleau compresseur russe, eh bien, il y avait toujours eu un problème tout de même à devoir tenir sur cette alliance. Et cette alliance avait en plus déçu dès 1914, dès la défaite de Tannenberg, dès qu'on s'était rendu compte que les Russes ne suffiraient pas à écraser les Allemands, que la guerre durait, la guerre continuait, et on se demandait si le régime tsariste était vraiment l'allié de poids qu'il fallait dans la guerre qui nous opposait aux empires centraux. Ce qui fait que lorsque le régime tsariste se fissure, craquelle et finalement s'effondre assez rapidement à la mi-mars 1917, les socialistes se réjouissent tous et disent que cela finalement ne les surprend pas. On était arrivé au point où on commençait à soupçonner le gouvernement tsariste de vouloir préparer une paix séparée avec l'Allemagne. L'idée du lâchage des Russes, avant d'être reprochée parfois à Lénine, elle intervient du temps de la fin du tsarisme et on prêtait à l'impératrice ou à certains ministres des intentions négatives dans le domaine. Alors donc qu'il y ait la révolution en Russie, eh bien c'est interprété par l'humanité d'emblée comme une victoire à la fois nationale et comme un gage de victoire des Alliés. Un humanité titre « La révolution triomphe en Russie, l'ancien régime s'écroule sous la poussée de toutes les forces nationales. » Enfin, la Russie ressemble à la France, à la Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement provisoire qui rassemble toutes les forces nationales, démocrates, libéraux, avec même un socialiste, l'avocat Kerensky, sous la présidence du prince Wolf. Et les premiers comptes rendus dans l'Humanité insistent sur le fait que cette révolution s'est passée quasiment sans violence et sur l'atmosphère de fraternité et d'entente générale qui existe en Russie. Et évidemment, comme très souvent en France, lorsqu'on apprécie un événement de politique internationale, je crois que c'est une constante qu'on peut retrouver souvent du XIXe au XXe siècle, on lit ça avec un regard très français. C'est-à-dire qu'enfin, la Russie devient française. Renaudel l'écrit, la révolution s'est faite au cri de « Vive la France ». Et c'est pas entièrement faux, puisque vous savez que la Marseillaise va être adoptée par le nouveau gouvernement comme l'hymne national russe
pendant l'année 1917 et va rester l'hymne national jusqu'à la victoire de bolcheviks. Donc les troupes russes de l'année 1917, comme les troupes françaises, pouvaient partir à l'assaut aux accents de la Marseillaise. Et l'humanité ne cesse de faire des comparaisons avec la France de 1789 et de 1792. On attend en quelque sorte des Russes que, galvanisés par par la Révolution, eh bien, comme les Français qui, au début de la Révolution française, avaient connu quelques défaites parce que le roi Louis XVI finalement trahissait un peu avec l'armoire de fer et empêchait la victoire, eh bien désormais on allait avoir les mêmes succès que Valmy, Fleurus, enfin bon, je résume, et on allait pouvoir culbuter l'adversaire. Cette confiance, donc, elle va nourrir, je dirais, l'appréhension de la Révolution de février comme étant une chance pour la victoire, qui est particulièrement forte, je dirais, dans les courants les plus fermement engagés dans la défense nationale et dans l'union sacrée, sur lesquels je ne vais pas tellement insister, parce que j'imagine que nous allons les retrouver, évidemment, avec Albert Thomas. Mais ça a été mis au premier plan par une grande fête qui a été organisée sous l'égide de la Ligue des droits de l'homme le 1er avril 1917. Évidemment, ces grands événements politiques sont rares pendant la guerre. Il y a une vie politique qui a été rétablie, contrairement à ce qu'on croit parfois dès la fin 1914, avec les réunions parlementaires, des réunions de militants qui peuvent se tenir comme des réunions privées, mais tout ça évidemment très contrôlé. L'état de siège est en vigueur. Évidemment, l'état de siège très tenu, donc très sévère. Mais il y a les possibilités de temps en temps d'organiser des réunions, et la Ligue des droits de l'homme permet cette fête patriotique qui se réunit rue Jean Jaurès, l'ancienne rue d'Allemagne, avec des chants populaires russes, et on interprète les hymnes, la Marseillaise, qui est donc à la fois française et russe, les hymnes polonais, finlandais et arméniens. Doivent s'exprimer les grands noms de la Ligue des droits de l'homme, Victor Bach, les historiens Victor Bérard et Alphonse Hollard, et les dirigeants du socialisme, notamment le président de l'Internationale socialiste, mais aussi ministre du gouvernement belge, Van der Velde, qui doit prendre la parole avant Renaudel, Jouot pour la CGT et Séverine, la grande écrivaine humanitaire et pacifiste, qui représente, disons, un peu on pourrait dire la gauche à la fois culturelle, humanitaire, en dehors du parti, du syndicat. Donc tout s'annonce très bien, mais justement l'événement montre un peu la fragilité aussi de cet enthousiasme et de cette concorde pour la révolution russe, parce que le meeting est perturbé par des militants visiblement zimmerwaldiens, qui se manifestent, qui chahutent, qui contestent le discours du président Van der Velde, à tel point que, pour éviter que le scandale aille trop loin, les organisateurs sont obligés de lever la séance sans avoir pu faire voter l'habituelle résolution, ordre du jour, qui est proposée en fin de réunion traditionnellement sur la XIIIe République, et sans qu'il ait pu s'exprimer Renaudel, Jouot et Séverine. Et donc c'est là où on se rend bien compte que, comme l'avait dit Madeleine Reberiou, d'autres historiens, enfin, comme ça a été redit aussi ce matin, tous les historiens, tous les socialistes de l'époque, effectivement, regardent avec passion du côté de Pétrograd, mais ils n'y voient pas la même chose. Et ils y voient évidemment très souvent ce qu'ils ont envie d'y voir. Alors, certains, ça va être en insistant, en espérant évidemment une prompte victoire. D'autres, ça va être en espérant une paix rapide. Alors, il ne faut pas opposer non plus trop schématiquement paix et victoire, parce qu'après tout, on peut réaliser la paix après une victoire. Et puis, si on met la paix en avant, on peut quand même espérer qu'elle ne sera pas trop dans la défaite. Ce sont des contradictions auxquelles ne vont pas échapper les bolcheviks eux-mêmes. Ce ne sera pas si évident que ça de faire la paix de Brest-Litovsk. Il y aura beaucoup de débats à l'intérieur du gouvernement et du tirage
entre les dirigeants de la Révolution. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'en France, ce soit évidemment plus simple. Donc, on y voit des choses différentes. Le mieux est d'aller y voir, effectivement, et c'est ce qu'on va faire en envoyant la première mission avec Cachin, Lafont et Moutet, avant Thomas, qui doit se rendre en Russie et se rendre compte de ce qui s'y passe. Globalement, au printemps, quand même, c'est l'espérance dans un succès, je dirais, par la victoire qui domine. Même quelqu'un comme Longuet, qui anime le courant pacifiste, espère beaucoup dans l'offensive Broussilov, dans la victoire qui va être possible parce que le front russe va bouger. Je dirais que ça, c'est la vision qui domine certainement jusqu'en juillet 17, effectivement, la période heureuse de la révolution russe, enfin la période heureuse, quand on regarde évidemment les choses de ce côté-là, jusqu'à l'accession de Kerensky à la tête du gouvernement, où on peut penser que ça va aider à la mobilisation générale pour la victoire. Mais comme nous le savons, le gouvernement provisoire, même dirigé par Kerensky, aura du mal à se stabiliser, aura du mal à entraîner l'ensemble de la société et des forces russes du côté de la victoire, parce que justement la pression pour mettre fin à la guerre est très forte, et ce n'est pas cette histoire qui va se dérouler. Au contraire, on va de plus en plus parler de paix, et c'est un thème qui est déjà présent chez les socialistes français, même si, je vous ai dit, il faut bien prendre garde au fait que parler de paix, même si c'est mis en avant au sein de la minorité longuettiste dès le début, dès la fin de 1915, donc très fortement en 1916 au début de 1917, comme on l'a rappelé ce matin, ça ne signifie pas qu'il ne faut pas tenir face aux Allemands et qu'il ne faille pas être sur une position de défense nationale. Romain concluait tout à l'heure sur la remarque de Loriot sur dès 14, on a dû refuser les crédits de guerre. La grande majorité des députés de la minorité votent les crédits de guerre pendant toute la période. Il n'y a jamais eu que 3 députés de l'extrême gauche, qui serait un peu la droite zimmerwaldienne, puisque finalement, même chez les zimmerwaldiens, ils ne sont pas forcément sur la position la plus à gauche, Blanc, Brison, Raffin-Dugens, qui n'ont pas voté les crédits de guerre. Les autres les votent, et un minoritaire comme Buisson, ce à quoi faisait allusion tout à l'heure Romain, sera même un peu ministre, sans le dire, du gouvernement Clémenceau en 1917-1918, en s'occupant de la marine marchande. Mais c'est un socialiste marseillais, ceci. Non, je ne vais pas dire que ceci explique cela. Donc, je reviens à mes socialistes qui regardent du côté de la paix. C'est effectivement l'importance de Stockholm, sur lequel concluait tout à l'heure Romain. Stockholm va être très important en 1917. Tout à l'heure, avec Alain, on disait qu'on avait presque l'âge d'évoquer nos souvenirs maintenant pour tenir une conférence. J'exagère un peu, parce que personnellement, je n'ai pas joué un très grand rôle en 1917. Néanmoins, je peux vous dire qu'à vu mon âge avancé, je me souviens très bien que le président Labrousse, le premier président de la Société d'études géorgiennes, à un conseil d'administration sur 2, partait sur Stockholm. Il lui disait « Ah, Madeleine, Stockholm, hein, c'était tout de même, si ça avait pu avoir lieu, la face du monde aurait été changée. Vraiment, nous espérions tous, je me souviens encore, et c'est vrai qu'il était très, très, très éloquent en plus, hein, c'était un grand universitaire, évidemment, de la 3e, 4e et 5e République, je dirais. Donc, nous avions droit au rappel et il réclamait sans arrêt que la Société d'études géorgiennes, d'ailleurs, organise un colloque sur Stockholm, parce que ça avait été le grand événement, disons, enfin, le grand événement virtuel de ces 20 ans. Événement qui, comme vous le savez, n'a jamais pu se tenir, mais qui a été agité, enfin, qui a été avancé, qui a été une espérance très forte pendant tout le printemps 1917, et que les socialistes français acceptent comme perspective à la demande du soviet menchevik, tenu à l'époque par les mencheviks, de Petrograd. Plusieurs initiatives avaient eu lieu en faveur d'une réunion de socialistes internationales. On en discutait depuis 1914. Personnellement, je dois dire ça, j'enlève ma casquette d'ancien, et je dirais que je trouve que ça serait
ce serait bien, historiographiquement, qu'on ait l'habitude de traiter l'ensemble des rencontres, délégations et conférences socialistes internationales des 14-18. Parce qu'on a souvent tendance encore à faire, d'un côté, celles qui vont être dans la préhistoire du mouvement communiste, de l'autre, celles qui sont majoritaires. Alors, on a une petite note érudite, réunion de sociaux chauvins à Londres, voilà, c'est expédié, ou au contraire, les futurs scissionnistes se rencontrent. Il faut, à mon avis, tout considérer. Hein. Comme on l'a rappelé dans certains congrès à l'époque, le premier socialiste français à rencontrer un socialisme allemand pendant la guerre, ce n'est pas Loriot, ce n'est pas Vaillant-Couturier, ce n'est pas Raymond Lefebvre, c'est Pierre Renaudel. Il l'a fait très discrètement en Suisse. Ce sont les historiens allemands qui insistent d'ailleurs sur cette question. On le fait très peu en France parce que finalement ça dérange, je dirais, les différentes traditions qui se sont un peu partagées l'histoire du sujet. C'est pas l'historiographie communiste, dont on n'a pas eu envie de dire que Renaudel avait rencontré un Allemand en Suisse, et puis l'historiographie socialiste ou social-démocrate n'a pas eu envie non plus de le dire. Donc ce sont des rencontres qu'on passe sous silence. Mais il y avait déjà, je n'en fais pas l'histoire, parce que sinon Albert Thomas sera trop réduit, Albert Thomas doit avoir sa place, et je dirais, ce qui fait basculer les choses pour que l'ensemble du parti français se rallie à l'idée de la conférence internationale qui est projetée par les Suédois, qui ont évidemment la réputation de pencher peut-être un petit peu parfois du côté allié, mais aussi par les Hollandais qui ont la réputation inverse. Donc c'est quelque chose qui peut rassembler large. C'est lorsque ce sont les Russes eux-mêmes qui le demandent. Alors effectivement, les arrière-pensées sont variables. Certains se disent il faut aller à Stockholm parce qu'on va démontrer que ce sont les Allemands qui sont responsables de la guerre et qu'on ne peut décidément pas faire la paix avec eux. Quand on s'en sera rendu compte, eh bien, il y aura une énergie pour l'emporter cette fois-ci et on gagnera la guerre. D'autres se disent, à Stockholm, l'internationale socialiste, silencieuse depuis 14, va enfin pouvoir tenir ce congrès, le fameux congrès manqué auquel pensait, qui devait se réunir à Vienne puis à Paris en août 14, sur lequel avait écrit Georges Haupt. On va enfin faire ce congrès et on va pouvoir définir les cadres d'une paix possible. Paix possible qui d'ailleurs pourrait être soutenue à l'extérieur par le président américain Wilson, qui ne rentre dans la guerre qu'en avril 17, qui s'était encore fait réélire à la fin 1916 avec un programme pacifiste, et qui même rentré dans la guerre présente des buts de guerre tout à fait pacifistes. Et je souscris là-dessus entièrement à ce que disait Romain tout à l'heure. Les mouvements, les intellectuels ou les militants qui sont souvent contre la guerre, qui parlent de la paix, il ne faut pas forcément vouloir les définir dès 1917 ou 1918 en fonction de leur choix de 1920 ou de 1925. Ils sont souvent animés évidemment par une volonté de paix, mais ce pacifisme critique sur la manière dont est conduite la guerre, voire dont est conduit le Parti socialiste, c'est un pacifisme qui peut osciller entre un wilsonisme de gauche et un hellénisme de droite. Hein, parce que on ne voit pas forcément de contradiction absolue là-dedans. Et là, effectivement, ce qui va se passer de décisif, c'est que cette perspective de rencontre internationale de Stockholm va être interdite par le gouvernement français. Par l'état-major d'abord, parce que le premier qui dit clairement non, c'est finalement Pétain, le 31 mai, puis par le gouvernement français, avec Ribot, qui dit non. Et c'est essentiel, parce que ce refus des passeports pour Stockholm, évidemment, c'est à mon avis le premier grand échec de la synthèse socialiste, républicaine, pacifiste et patriotique. À partir du moment où les socialistes ne pourront pas aller à Stockholm et faire, on ne sait pas très exactement quoi, mais essayer justement de trouver une synthèse qui aurait été soit du côté de la paix, soit du côté de la victoire. À partir du moment où l'impuissance, finalement, des socialistes est manifeste, Thomas va devoir quitter le gouvernement, hein, ça sera directement la conséquence de cela, même si après des socialistes soutiendront Clémenceau, ça sera un peu en filigrane, un peu en dessous. Finalement, l'échec des tentatives de reconstruction, de reconstitution, à mon avis, d'un discours socialiste autonome qui sera acté au congrès de Tours en 1920, il me semble qu'il est patent avec l'impossibilité pour les socialistes français
de passer par-dessus le refus des passeports en 1917. Alors après, effectivement, avec une querelle d'interprétation. Je me souviens, enfin j'ai lu parfois des échanges, quand il y avait d'un côté Julien Suisseville, de l'autre Jean-Jacques Becker ou d'autres, enfin bon, effectivement, le refus des passeports, est-ce qu'après les socialistes français ont vraiment fait une grande campagne contre ce refus des passeports? Ils ont fini par retirer Thomas du gouvernement, mais finalement, il accepte. On peut penser qu'un parti politique important et tout peut parfois passer au-dessus, enfin prendre des risques. J'ai envie, comme je suis un peu sartois, de faire mon François Fillon, donc de vous dire, imagine-t-on le général de Gaulle arriver à Londres en 1940 en disant « Ah, j'ai pas le passeport légal du gouvernement, je suis obligé de rentrer avant de prononcer le discours sur le créneau que me refait à BBC. » Non. On voit bien, effectivement, c'est un peu toute l'ambiguïté des socialistes français en 1917. À la fois, ils réclament, ils font campagne dans le populaire, dans l'humanité, pour dire des passeports pour Stockholm, des passeports pour Stockholm. Mais enfin, personne n'y est envoyé en clandestinité, quitte à être effectivement après pourchassé, condamné, etc. Donc on accepte le refus de Ribot. On joue le jeu de la République jusqu'au bout. Je dirais que là, les socialistes se sont mis dans une position dont ils ont eu évidemment beaucoup de mal à sortir avant, qui me permet de passer après la transition avec Thomas, c'est-à-dire qu'ils ont quand même fait un choix fondamentalement, qu'il soit majoritaire ou à mon avis le gros de la minorité, c'est-à-dire la minorité longuettiste. Le plus important, c'est quand même la défense de la patrie et de la République. Quand il y aura l'offensive Ludendorff, même Longuet dira dans l'Humanité, il faut tenir. Quand Longuet sera soupçonné d'être un agent allemand, son épouse lui dira, va voir tout de suite Clémenceau pour régler le problème. Fondamentalement, le Parti socialiste français, dans sa grande majorité, est sur cette ligne. Ce qui fait que l'attitude de refus d'intégrer cette minorité pacifiste et longuettiste du côté des bolcheviks russes me semble compréhensible si on se place d'un point de vue bolchevique, ce qu'on n'est pas obligé de faire, bien entendu, je vous rassure. Pas du tout mes intentions. Voilà. Mais je pense que maintenant, nous pouvons passer à Albert Thomas, après que je vous ai rassuré sur mes intentions profondes. Merci.